on refait. On va dire que ça va là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Bon, et ben ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que j'avais pas fait de vidéo au mois de janvier parce que j'avais plein de choses, je préparais quelque chose de très important dont je ne peux pas parler. Mais du coup j'ai pas du tout eu le temps de faire la vidéo du mois de janvier. Donc aujourd'hui c'est la vidéo du mois de février, mais dans laquelle je vais aussi parler de ce que j'ai vu en janvier, fin décembre et le mois de janvier et tout le mois de février également. Donc ça va être une vidéo je pense assez longue mais qui sera très intéressante. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Ouais, bah on va commencer par le bilan de ces 2 mois. Du coup, je vais commencer par le dernier film que je viens de voir, c'est-à-dire là, je viens juste de le terminer. En fait, en attendant que mes micros chargent pour la vidéo, et bien j'ai regardé un film de Jacques Demy, parce que je suis en train de me taper toute la filmographie de Jacques Demy pour un truc que je fais en cours. Là, j'ai regardé l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, qui date de 1973, avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Et en vrai, c'était assez intéressant. En fait, ça parle de quoi? Ça parle d'un couple, une patronne d'un salon de coiffure, donc qui est jouée par Catherine Deneuve, et son mari, enfin ils sont pas mariés, mais bref, qui dirige une auto-école. Et il s'avère que ce mari-là tombe enceinte. Et du coup tout le film ça va être un peu comment déjà la découverte du fait qu'il soit enceinte, mais également comment les gens autour vont réagir. Et c'est super intéressant parce qu'en fait ça questionne tout le rapport d'égalité et d'inégalité entre les femmes et les hommes. Et on a plein de discours en mode il y a une dame qui dit ah bah si les hommes ils se mettent à être enceintes, parce qu'en gros c'est décrit comme quelque chose qui va arriver de plus en plus que les hommes. Bon c'est tout avec un discours avec la nourriture actuelle, et bah en gros ça dérègle les hormones, qui fait que les hommes maintenant ils vont pouvoir être enceintes et que petit à petit il va y en avoir de plus en plus. Et là en gros c'est le premier cas. Bref, et donc ça questionne voilà, le fait que si les hommes depuis longtemps, ça avait été eux qui tombaient enceintes à la place des femmes, il y aurait eu beaucoup plus, par exemple l'avortement aurait été plus facilement accepté, aurait été plus vite mis en place, les moyens de contraception aussi. Et bref, c'est juste des petites répliques des femmes comme ça dans les salons de coiffure qui parlent de ça et qui sont en mode, genre je sais pas, en globalité je trouve ça très avancé et très intéressant comme film. Puis il y a Mireille Mathieu qui fait un petit concert, j'avais la chanson dans la tête après et c'est trop bien. Et puis juste Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni qui dans la vie était en couple à ce moment là. Et d'ailleurs Catherine Deneuve, pour l'anecdote, était enceinte de Chiara Mastroianni, que j'ai vu en vrai d'ailleurs. Elle était enceinte d'elle au moment du tournage, donc c'est assez drôle. Et c'est toute une question sur la paternité et la maternité, parce que c'est aussi l'époque où Jacques Demy et Agnès Varda attendaient leur premier enfant en commun, c'est-à-dire Mathieu Demy. Donc voilà, c'était très intéressant, mais je pense que dans le mois suivant je parlerai plus précisément de la filmographie de Jacques Demy parce que j'en aurais vu beaucoup plus de ses films. Voilà, c'était pour la petite introduction du bilan du mois. Maintenant je vais reprendre dans l'ordre, on va dire un peu de ce que j'ai vu. D'abord j'ai vu la très très bonne série, ah j'ai oublié de prendre la feuille, je reviens. Alors, j'ai regardé la série culte, je dis bien culte, Twin Peaks. C'est une série qui a été réalisée par David Lynch. La saison 1 et la saison 2 sont sorties dans les années 90, enfin 1990-1991. Et en fait, il faut prendre le temps de le voir parce que c'est une série qui est assez longue. Du coup, il y a 2 saisons, mais il y en a une 3e qui est sortie en 2017 et un film aussi qui est sorti entre la saison 2 et la saison 3 du coup. Il faut savoir que c'est une très longue série, très dense, genre vraiment avec beaucoup de personnages, mais je vais en parler plus précisément après. Et moi, je l'ai regardé dans le cadre, juste pendant les vacances de Noël, j'avais fini mes partiels et je me suis dit c'est le moment en fait, pourquoi pas se lancer. Et c'est vraiment, je pense, la meilleure série que j'ai vue de toute ma vie, tout simplement. Parce que, de quoi ça parle? Ça parle de la ville de Twin Peaks, une ville très paisible avec tous ses habitants qui se connaissent. T'as des diners, t'as le policier du coin, t'as tous les enfants qui vont au même lycée et tout ça. Et premier épisode, genre scène d'introduction, on retrouve un cadavre. C'est le cadavre de Laura Palmer, une étudiante au lycée, qui est appréciée de tout le monde. Ça commence comme ça. Suite à ça, il va y avoir un agent du FBI, Dale Cooper, franchement mon personnage préféré de la série, qui arrive et qui va mener l'enquête sur pourquoi elle est morte. Et du coup, suite à ça, il y aura toute une enquête. Donc en fait, on va suivre ce personnage, Dale Cooper, mais en fait, c'est pas que sur lui. Genre lui, il va mener l'enquête, donc on va suivre, on va être au sein de l'équipe de police et du shérif et tout ça. Et en même temps, on va être dans le quotidien de tous les personnages. C'est-à-dire que vraiment, je vais vous montrer, parce que moi j'adore faire ça quand je regarde des séries et que c'est compliqué, c'est que dès le 2e épisode, j'ai commencé à faire un schéma des personnages et de leurs liens entre eux. Donc par exemple on a les liens de travail, d'amitié, de qui a tué qui, parce qu'il va y avoir d'autres morts évidemment, de qui est marié à qui, de qui est amoureux en cachette, parce qu'il y a des liens aussi d'amour secret, de famille, enfin bref. J'ai fait un énorme schéma, je vous le montre très rapidement parce que sinon vous allez être spoilé. Mais en gros, je sais pas si vous voyez, attendez, comment je peux faire? Voilà, c'est très fourni. Mais je veux pas trop vous le montrer parce que vraiment, ne faites pas pause si vous avez pas vu la série. Si vous avez vu la série, vous voulez que je vous envoie mon schéma, il y a pas de problème, hein, mais c'est un peu le bordel parce que tout simplement, tous les petits
gens en vert c'est des personnages, et encore il n'y a pas tout le monde. Et voilà, et ils sont tous liés plus ou moins avec certaines personnes ou d'autres. Donc pourquoi en fait j'ai aimé cette série? Donc déjà pour la densité, voilà, comme je disais, c'est très dense, il y a beaucoup de personnages et tous sont super bien développés. Chacun a son histoire et on a la réponse de chaque énigme et de chaque problématique de chaque personnage dans la série, dans les 2 saisons. Ensuite parce que bah voilà, j'en avais entendu parler depuis longtemps, c'est comme une série culte parce qu'elle est réalisée par David Lynch et que j'avais déjà vu. De lui j'ai vu que Mulholland Drive. Ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression de pas être très éclairée. Attendez, je vais faire un truc. Voilà, ce sera mieux comme ça, non? Ce serait mieux de faire comme ça. Ok, vous verriez l'installation. Oula 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 oula. Ne bouge pas. Ok, c'est pas forcément mieux en fait. Tout ça pour dire. Donc voilà, oui, j'avais déjà vu un film de David Lynch, c'était Mulholland Drive, un très très bon film, vraiment avec une atmosphère, mais je sais même pas comment je pourrais décrire, mais c'est super énigmatique. Pour moi, c'est énigmatique, l'univers de David Lynch. Et on a vraiment, j'ai trouvé vraiment le même univers que Mulholland Drive dans Twin Peaks, parce que c'est vraiment une enquête, donc on pourrait croire que c'est juste une série policière, mais c'est bien plus que ça. Parce qu'il s'agit pas juste de trouver, qui est le meurtrier quoi, ou la meurtrière, c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a justement toutes ces histoires de tous ces personnages. Donc j'ai aimé le fait qu'on soit du coup embarqué directement dès le départ, on a direct la problématique de y'a un mort, qu'est-ce qui s'est passé, qui est qui, et là on va découvrir dès les premiers épisodes qui et quel personnage, et au fur et à mesure on va découvrir voilà, quels sont les liens avec les autres personnages, quel est leur lien avec la victime, etc. Ensuite j'ai beaucoup aimé évidemment l'esthétique des années 90, enfin fin 80-90, avec le grain, les costumes, les couleurs, les lieux, les coupes de cheveux de l'époque, je trouvais ça super comme cadre quoi. Aussi parce qu'il y a une énorme importance des rêves dans ce film, comme dans Mulholland Drive d'ailleurs, c'est vraiment un monde voilà énigmatique et très dans le comment dire, dans l'ésotérisme, je sais pas si ça veut dire ça, mais en gros juste en fait le personnage Dale Cooper du coup du FBI, il fait beaucoup de rêves et il croit beaucoup au destin et ça me fait vraiment, enfin je sais pas, je trouve ça super intéressant et on a beaucoup ces rêves qui viennent lui donner plein d'indices sur l'enquête qu'il est en train de mener et en fait on peut le suivre de bout en bout, on va suivre ce personnage il est super attachant, il est hyper compréhensif, il est hyper sûr de lui et tout le monde le suit et franchement c'est hyper agréable de suivre un personnage comme ça. En plus, en fait je pense que je vais fermer mes volets, ce sera peut-être mieux. Aïe, ah mon dieu, je me suis retourné le bras, aïe aïe aïe. Alors, je reprends. Je disais quoi? Oui, les rêves. Donc les rêves sont super intéressants. Ensuite au niveau des musiques, bon elles sont géniales, elles sont souvent pareil, hyper énigmatiques, avec beaucoup de nappes, de synthé, quelques petites notes par-ci par-là pour amener, je sais pas, des petites énigmes, rien que dans la musique, c'est très minimaliste et ça nous plonge aussi directement dans l'univers. Et puis voilà, on arrive, c'est ça qui est dingue, mais on passe parfois d'ambiances hyper douces, hyper cocooning, hyper chaleureuse à des ambiances de terreur complète. C'est-à-dire que des fois j'étais vraiment toute seule dans mon lit à regarder la série et vraiment j'avais peur de ce qu'il y avait autour de moi. Et juste après tu peux juste avoir un couple qui s'aime et genre juste on change d'ambiance tout le temps et voilà. Et j'étais donc décontenancée surtout par la fin de la saison 2 qui est, je crois que c'est quand même une des parties les plus célèbres de la série puisque en fait c'est toutes les scènes avec les rideaux rouges. C'est-à-dire qu'en fait au départ c'est un rêve qui devient un peu réalité mais toujours mêlé dans le rêve et donc on a toutes ces scènes avec des rideaux rouges où le personnage est perdu dedans et vraiment on est totalement embarqué avec lui et c'est hyper agréable c'est hyper agréable et hyper malaisant à regarder aussi. Et d'ailleurs il y a, juste pour l'anecdote, plein de techniques cinématographiques et il y a un truc que David Lynch il a fait pour certaines scènes pour les rendre encore plus bizarres parce que c'est le but de la série, c'est chelou, voilà. Et il a fait enregistrer les répliques aux acteurs, ensuite il les a avec l'ordinateur inversés, donc il les a mis à l'envers, ensuite il a demandé à ses acteurs de les apprendre, donc apprendre syllabe par syllabe leurs répliques à l'envers, donc avec cet enregistrement, et ensuite sur le tournage, les acteurs ont dû dire leurs répliques à l'envers, puis au montage, elles ont été retournées. Ce qui fait, je vais vous en mettre un petit extrait je pense, que ça fait un effet what the fuck, c'est comme s'il parlait à l'envers sauf qu'il disait les mots à l'endroit. Almost exactly wash Laura Palmer. But it is Laura Palmer. Are you Laura Palmer? I feel quiet, no, but sometimes my arms bend back. Et c'est juste quelle idée de génie quoi, enfin je veux dire, qui aurait pu penser à ça? Il est très fort. Et d'ailleurs David Lynch joue dans la série, un mec du FBI. Et donc j'ai prévu de regarder le film un jour, donc le film qui est sorti après, puis la saison 3, mais on va attendre un petit peu. Ok, on passe au film Dream Scenario.
Dream Scénario quoi, réalisé par Christopher Borgli, qui a été produit notamment, coproduit par Ari Aster, celui qui a réalisé Midsommar. Donc je suis allée voir Dream Scénario au cinéma. C'est un bon film on va dire, avec Nicolas Cage notamment, qui joue bien le mec désemparé, le mec un peu out of date, c'est-à-dire qu'il est plus à la page quoi, genre vraiment il est ringard. Et en gros le film il parle donc d'un professeur d'université qui d'un jour à l'autre se retrouve dans les rêves de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde entier rêve de lui et d'une manière particulière, c'est-à-dire que toutes ces personnes dans leurs rêves sont menacées par quelque chose et lui il est présent et il est apathique. C'est-à-dire qu'il ne bouge rien, il ne bouge pas, il a aucune réaction, il est juste en mode... Et donc ça c'est les rêves des gens autour de lui et du coup le concept est super drôle genre. Pareil ça parle de rêves, c'est un truc qui me parle beaucoup. Du coup je me suis dit bah c'est une bonne idée d'avoir fait ça, genre juste le mec il est là et il fait rien, il est dans les rêves de tout le monde, on sait pas pourquoi, il y a pas d'explication. Mais ça va pas plus loin que ça. Voilà, moi la critique que je ferais c'est que après ça devient un peu trop blockbuster au moment où en fait après, parce qu'on n'a pas d'explication dans tous les cas. Donc au début il est apathique et après il devient carrément menaçant. Genre c'est lui la menace du truc, c'est lui qui vient agresser tout le monde. Et juste j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'on tombe un peu dans le truc horreur, un peu série Z et tout ça, et je n'ai pas trouvé ça très intéressant. J'aurais préféré qu'on reste juste sur du bizarre et pas sur du je veux faire peur. Voilà. Et j'ai pas non plus trop aimé tout le truc de la cancel culture parce que du coup il y a tout un débat du personnage vu qu'ensuite il fait peur à tout le monde, bah tout le monde le cancel en mode plus personne veut le voir et tout. Et j'ai l'impression que c'était un peu mal vu. Enfin moi j'ai un peu ressenti comme ça de oh on va tout de suite le pauvre, oh là là il est accusé de rien et tout ça, et je trouve que c'était pas un très bon propos. Enfin en fait la cancel culture c'est un sujet hyper important en ce moment et je trouve que c'est pas trop le moment de blaguer sur les accusations. C'est comme d'ailleurs bah là j'ai vu le truc avec le nouveau film avec François Civil qui va sortir et je suis un peu déçue que ce soit lui qui joue dedans parce que tout simplement, je sais plus le nom du film, je vous le mettrai, ça parle d'un professeur qui est accusé à tort d'agression sur une de ses élèves. Et en fait je trouve que le sujet, c'est pas le moment d'en parler en fait, parce que des agressions il y en a tellement et c'est tellement peu condamné. Là je suis désolée je pars sur un truc politique mais en fait c'est comme si on était toujours coincé dans le truc de la fausse accusation et que du coup par peur de la fausse accusation et ben on va rien faire, et dans la plupart des cas c'est une vraie accusation. Et donc là bah ça m'a un peu fait penser à ça, même s'il s'agit pas du tout d'agression sexuelle ou quoi que ce soit, mais c'est un peu le même propos de toujours prendre la défense de la personne qu'on accuse. Alors oui il y a la présomption d'innocence mais ça ne fait pas tout. Enfin, je veux dire on pourra faire des films sur ça quand on prendra vraiment au sérieux les personnes, les victimes. Voilà, c'était le petit propos du jour, voilà. Mais bon, tout ça pour dire, il y a quand même des scènes très drôles, voilà, mais c'est pas un film mémorable. Ensuite, je suis allée voir le film Priscilla au cinéma de Sofia Coppola. Bon, évidemment, je suis allée le voir parce que j'adore le cinéma de Sofia Coppola, et évidemment, j'allais aller voir ce dernier film, déjà pour Sofia Coppola, et puis surtout aussi pour l'espèce de contre-histoire, je viens d'inventer ce mot, mais la contre-histoire de Elvis Presley, quoi. Parce que tout simplement, ça parle de Priscilla Presley, la femme de Elvis Presley. Donc il y a déjà eu un biopic sur Elvis Presley qui s'appelle Elvis, je crois, qui est sorti il y a quelques années et ça m'intéressait pas du tout d'aller le voir, je vous avoue. Mais ce film-là, il m'intéressait justement parce que comme on parle toujours d'Elvis comme de la star et tout ça, je voulais voir un peu la face cachée de ce personnage par l'histoire de sa femme. Donc voilà, c'est un film, je pense que c'est un bon biopic. D'ailleurs, je crois que c'est l'adaptation d'un livre qui a été écrit par la femme de Elvis Presley, Priscilla. Et je pense que c'est un bon film biographique, une bonne adaptation, mais il m'a fait ressentir, en fait, j'étais énormément gênée pendant tout le film. Vraiment, j'étais malaisée à chaque fois qu'il y avait Elvis qui rentrait dans le champ de la caméra. Genre vraiment. C'est-à-dire que la relation qu'il a avec Priscilla m'a extrêmement dérangée. Mais du coup, je pense que c'était aussi le but de Sofia Coppola, de nous faire ressentir ça. Donc d'un côté, c'est une bonne chose. Mais vraiment, j'étais très malaisée à chaque fois que je le voyais. J'avais envie de l'insulter. Parce que ça se voyait qu'il l'a manipulé, genre dès le début, on sent la magouille. Genre dès le tout début du film, quoi. Et ça ne fait qu'augmenter. Parce que c'est un homme, bah en tout cas dans le film, on nous révèle être assez violent et assez manipulateur, voilà. Donc c'est pas très agréable à regarder, je vous avoue. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était toutes les scènes où il était pas là, parce que tout simplement Sofia Coppola reprend ses sujets de base qui sont filmer l'ennui, filmer l'attente. Voilà, c'est son thème de prédilection et montrer la lenteur du quotidien où on s'ennuie. Donc on avait déjà ça dans Virgin Suicide avec toutes les sœurs. On a ça aussi dans Marie-Antoinette qui attend à Versailles, qui ne fait rien. On a aussi toutes les scènes dans Lost in Translation avec notamment Bill Murray et Scarlett Johansson qui jouent deux personnes qui s'ennuient à Tokyo. Donc on a tout le temps ce thème là, et bah je trouve que là elle a juste bien décliné. C'est une nouvelle déclinaison de ce thème mais juste à une autre époque avec d'autres décors, d'autres costumes, d'ailleurs costumes mémorables, vraiment incroyable les costumes que porte Priscilla. Bon film mais qui m'a vraiment malaisé, je sais que je le reverrai pas. Nouveau film encore, L'innocence de Hirokazu Koreeda qui est... Ah je me rappelle plus de quoi il parle.
Si, en gros ça parle de deux jeunes enfants, mais c'est trop bizarre, je l'ai vu il y a longtemps, du coup je l'ai vu en janvier. Le film il est hyper original, enfin hyper original, je pense qu'on a déjà vu ça au cinéma, mais c'est quand même assez bien vu. C'est en fait une histoire en 3 temps, donc en fait c'est la même histoire, la même temporalité, mais c'est raconté par 3 personnages. Pareil, c'est l'histoire d'un enfant qui serait maltraité par son professeur, en gros, ou qui aurait été harcelé par des élèves, on sait pas trop au départ. Donc d'abord on a le point de vue de la mère qui va mener son enquête, qui s'inquiète et qui mène son enquête. Ensuite on a le point de vue du professeur en question, qui est nouveau, qui vient d'arriver. Et ensuite on a le point de vue des enfants, donc de l'enfant en lui-même et de son ami, parce qu'il a un ami et c'est trop mignon leur relation. Et en fait petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, on a des petits indices qui s'égrènent jusqu'à ce qu'à la fin on apprenne l'histoire complète. Et juste pour le concept, c'est déjà super. Moi j'étais vraiment dans une ambiance bizarre, c'est-à-dire que je rigolais et j'étais hyper triste. Parce que vraiment c'était, je pense, du rire de nerfs. Genre il y a des fois, il y a un moment donné, il y a le prof, il jette un poisson rouge dans les toilettes. Il est vivant le poisson rouge, il le jette dans les toilettes et j'étais pliée de rire. Mais je comprenais pas pourquoi, parce que c'est même pas drôle, genre il y avait rien de drôle. Juste je pense que c'était tellement tendu tout le long du film que dès qu'il y avait un petit truc un peu incongru, ça me faisait rire. Mais du coup vraiment c'est pour dire à quel point le film il est aussi hyper malaisant, enfin mais c'est un très bon film vraiment. On va passer maintenant au Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. C'est un peu le film féministe de la décennie, de l'année. D'ailleurs il est nommé au top 30 dans les 100 meilleurs films du monde de la décennie par, enfin je vous mettrai le truc. Bon bah voilà, ça parle de en fait une peintre, une artiste peintre, une femme qui est jouée par Noémie Merlan. Elle est appelée à venir chez une famille pour peindre le portrait de la jeune fille en fait. Le portrait donc de Adèle Haenel, enfin qui est jouée par Adèle Haenel, une jeune fille qui doit se marier et de qui on doit faire le portrait pour qu'il soit envoyé à son futur époux. Sauf que cette jeune fille ne veut pas être peinte parce qu'elle ne veut pas être mariée, elle veut garder sa liberté et donc Noémie Merlan est engagée comme peintre, sauf qu'elle l'a fait passer pour la dame de compagnie d'Adèle Haenel pour qu'elle l'observe et pour qu'ensuite en cachette elle la peigne. Donc ça c'est le synopsis. Donc moi j'avais un peu peur, quand j'ai vu le film démarrer, je me suis dit oh non ça va être sur le mensonge et tout le film va se poser sur la révélation de ah tu es peintre, mince. Sauf que non en fait, parce que ça elle va l'apprendre assez vite au début du film sans en dire trop. Donc l'histoire elle va pas se porter là-dessus, elle va vraiment se porter sur l'histoire d'amour entre ces deux femmes. Et j'ai juste trouvé ça magnifique, genre vraiment leur histoire, enfin j'ai trop pleuré, je pensais pas pleurer mais là dernier plan, je m'en rappellerai toute ma vie de ce plan. Il est époustouflant, mais en fait toute la photographie de ce film, c'est ça vraiment son point fort aussi, en plus de cette histoire d'amour entre deux femmes qui en soi on n'en a pas vu beaucoup, je pense, il n'y a pas eu beaucoup de films comme ça sur une relation lesbienne, et donc c'est un film d'époque, et donc on a tous les costumes époustouflants, la robe verte, la robe rouge, sur des décors magnifiques, à l'air libre, au bord d'une falaise, dans le château. Enfin, en fait, tout est magnifique, tous les plans sont calculés. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais chaque réplique, c'est une réplique importante dans leur relation. Et vraiment, si vous pouvez le voir, regardez-le parce que juste pour la beauté, rien que pour la beauté de l'image, c'est beau. Ensuite, on a Les Diables. Quelle horreur. Les Diables, c'est un film réalisé par Ken Russell en 1971, qui est l'adaptation d'un livre de Aldous Huxley. Ce film est abominable. Déjà pourquoi je l'ai pris? En fait je l'ai vu à la médiathèque, il y a écrit nouveauté janvier sur le DVD et tout. Bon il date de 71 mais bon. Et pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en lisant la jaquette derrière j'ai lu que c'était sur l'affaire des possédés de Loudun. Je sais pas si vous connaissez cette affaire mais ça se passe à Loudun. Et Loudun c'est la petite ville de province où j'ai été au lycée. 3 choses importantes à savoir sur cette ville. Renaudot, Théophraste Renaudot, le journaliste très connu qui vient de Loudun. Deuxième chose, il y avait Marie Bénard l'empoisonneuse, donc l'affaire du XXe siècle avec Marie Bénard qui aurait empoisonné ses ex-maris, tueuse en série en gros. Et troisième chose, c'était les possédés de Loudun. Donc les possédés de Loudun, c'est donc une histoire qui a eu lieu au XVIe siècle il me semble, où en fait des bonnes sœurs auraient été possédées par un prêtre. En gros je crois qu'il y a un nouveau prêtre qui arrive dans un couvent et toutes les femmes vont devenir folles de lui. Genre c'est à dire que juste sa présence va faire qu'elles vont devenir obsédées par le sexe. Voilà, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment ça le sujet du film. Et mais my god, c'est horrible. En fait, ce film est horrible parce que ça se passe au Moyen-Âge, donc on a tout l'aspect de torture, de maladie, c'est la peste. En même temps, on a du sexe sale, on a la mort qui revient tout le temps. Voilà, la torture parce que le personnage il se fait torturer dans tous les sens, c'est horrible. On a parfois des zooms ridicules sur les personnages d'un coup, comme ça, on sait pas d'où ça vient, genre en mode téléfilm. Tout est dégueu. Tout est dégueu du début à la fin. Genre vraiment, déjà même rien que les décors, c'est pas du tout filmé à Loudun, c'est filmé dans un vieux studio, on dirait une maquette pas finie, trop bizarre, genre vraiment tout est bizarre et tout est dégueulasse. Genre vraiment c'est le film le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie je pense. Je vous conseille pas du tout ce film. Le pire c'est je crois c'est un acteur qui joue le Father Barré, donc le prêtre Barré c'est son nom. On dirait un hippie déguisé en prêtre. Vraiment le pire film que j'ai vu toute ma vie, vraiment. Et c'est adapté d'une histoire vraie. C'est tout
ça pour dire. Ensuite, le film La Cérémonie de Claude Chabrol qui date de 1995. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais en gros ça parle d'une jeune femme qui est jouée par Sandrine Bonner qui vient travailler dans une famille bourgeoise. Je crois que c'est des nouveaux bourgeois, je sais pas trop, enfin bref. Elle va venir travailler chez eux. En gros ça parle juste de ça. Sauf qu'en fait il y a tout un propos sur, enfin toute une réflexion sur les classes sociales du coup, parce qu'on a le contraste entre cette famille de bourgeois qui se moque aisément de cette bonne qui vient travailler chez eux, et de l'autre côté on a la vie de cette bonne qui rencontre la factrice qui est jouée par Isabelle Huppert. Elles vont toutes les deux au secours catholique pour aller chercher des vêtements, pour s'occuper des plus pauvres et tout ça tout ça. Donc on a ces deux mondes séparés et il va y avoir en gros une histoire de vengeance. Mais je peux pas en dire plus parce que sinon ce sera un spoil, mais quand même la fin est magistrale. Presque libératrice quoi, c'est pour dire. Mais voilà, et puis mention spéciale évidemment pour Sandrine Bonner et pour Isabelle Huppert qui font très bien le job. Ensuite je vais vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu au festival Film et Travail. L'affiche du festival est juste ici, où j'étais bénévole, et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs films, mais je vais vous en parler d'un seul. Celui qui m'a le plus marqué, celui que j'ai préféré malgré son sujet assez horrible. Ça s'appelle, je sais pas, je vais bien dire, Moladé de Ousmane Sembène, puisqu'il y avait une rétrospective sur ce cinéaste africain, qui est un film qui date de 2004, et c'est son dernier film d'ailleurs. C'est un film très fort, un film magnifique, qui a un peu un huis clos dans un village où un jour 4 petites filles arrivent en courant chez une femme. Elles disent on veut pas se faire exciser, et du coup cette femme les accueille et les protège. Voilà, en gros le film parle de l'excision, donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'excision, bah parce que tout le monde ne sait pas forcément, je vous conseille d'aller voir la définition. Mais en gros c'est l'opération des parties génitales et c'est affreux en fait. C'est une opération qui est pratiquée malheureusement dans beaucoup de pays, qui est pratiquée sur les jeunes filles, sur les petites filles. Et en fait ce film il veut dénoncer ça. Donc ça parle voilà, donc de ces 4 petites filles parce que chaque année, enfin assez repetitively, comment on dit, de manière chronique, un groupe de femmes vont de village en village pour exciser les petites filles, parce que c'est dans la coutume en gros. Sauf que, bah voilà, 7 ans auparavant, une femme avait refusé que sa fille se fasse exciser parce que elle-même, et comme toutes les femmes du village, s'est fait exciser et qu'elle avait extrêmement mal vécu et qu'elle trouve ça injuste de faire vivre ça aux petites filles. Elle parle elle-même de son expérience. Et donc c'est un film de fiction, hein, mais adapté de la réalité. Hein. Et donc elle va protéger ses filles. Elle a dit les filles, vous ne sortez pas de chez moi. Si vous sortez et si on vous force à sortir pour vous faire exciser, bah il y aura un mauvais sort qui va vous arriver. Et voilà, et tout le film est porté sur ça. Donc au début on sait pas trop que ça parle de ça. Au début on voit juste des belles images, des belles couleurs parce que vraiment les cadres sont magnifiques. Il y a beaucoup de surcadrage sur la porte. C'est pas vraiment une porte mais genre l'entrée de la maison parce que c'est aussi un système de polygamie. Donc cette femme elle vit avec 2 autres femmes, elles ont le même mari et du coup chacune a ses enfants et tout ça. Du coup bah elle va protéger ses petites filles coûte que coûte, quitte à se faire battre devant le village entier pour ne pas qu'elles se fassent exciser. Petit à petit donc ce sujet arrive sur le devant de la scène, enfin sur le devant de l'écran quoi, et on a toutes les femmes du village qui petit à petit vont la rejoindre. Mais on a plus que ça, on a aussi beaucoup de choses sur les libertés des femmes, parce que les femmes vont acheter une radio et les hommes vont les confisquer. Juste ça quoi. Et en fait c'est hyper intéressant la manière dont ce réalisateur a voulu montrer cette sororité et vraiment la fin, j'ai éclaté en sanglots. Toute la fin est tellement belle parce que c'est juste des femmes qui se soutiennent entre elles, qui disent plus jamais ça, plus jamais on veut de petites filles qui se font exciser. En plus d'images magnifiques, on a une histoire hyper touchante et hyper d'actualité encore malheureusement. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir pareil, je vous le conseille 1000 fois. Ensuite je suis allée voir La Zone d'intérêt. Bon là vous me direz s'il y en a qui l'ont vu dans les commentaires, est-ce que vous en avez pensé hein, mais pour tous les films c'est pareil hein. Si vous avez vu les films dites-moi ce que vous en avez pensé, mais celui-là en fait je suis assez mitigée. Parce qu'en gros j'ai bien aimé le concept. Ah oui j'ai pas dit, il est réalisé par Jonathan Glazer. J'ai bien aimé le concept parce que ça parle de quoi? Ça parle de Auschwitz. En fait c'est le chef de Auschwitz et en fait on suit la vie de sa famille dans la maison qui est juste à côté des camps d'Auschwitz. Donc en gros on n'est jamais à l'intérieur d'Auschwitz, on a un seul plan je crois à l'intérieur mais c'est un plan sur l'homme qui regarde. Tout le film joue sur du hors-champ parce qu'on n'est jamais à l'intérieur des camps. Tout le concept du film est de filmer justement l'extérieur des camps et l'intérieur de cette maison et de ces jardins, de la maison de ce chef de camp et surtout de sa femme qui est jouée par Sandra Hüller que vous avez peut-être vu dans Anatomie d'une chute, c'est elle qui joue la mère dans Anatomie d'une chute. Et donc le concept est assez original hein, de ne pas vouloir montrer les camps, de vouloir montrer à côté des camps comment est la vie à côté, comment les gens ne sont pas du tout réceptifs, n'ont rien à faire en fait de ce qui se passe dans les camps ou qui trouvent ça normal quoi alors que... Bon, sans commentaire. Mais je trouve qu'il manquait quand même de quelque chose. Le concept est bien mais il va pas au bout de son concept. J'ai beaucoup de questions qui me restent encore. Enfin vraiment j'ai vu le film, je me suis dit mais pourquoi ça? Pourquoi ce choix? Pourquoi? Il y a des choses qui s'expliquent pas. Au niveau esthétique, par exemple on a la caméra infrarouge. Ça c'est peut-être pour générer de la peur. On a donné un plan rouge
à la Jacques Demy, je me suis demandé ce que ça faisait là. J'ai pas compris, c'était peut-être pour représenter le sang, mais bon, dans ce cas-là, c'est pas du tout subtil. Voilà, c'est juste des choses où je me suis dit pourquoi. La musique finale du générique est affreusement belle. Enfin, j'ai trouvé très belle, mais en même temps horrible parce que c'est clairement pour moi des cris de gens qui souffrent. On a toujours quand même une idée, bon bah pas trop mauvaise, mais on a toujours un son au fond de l'image qui est en fait le son des fours crématoires, je pense. Très comme ça tout le long du film. On a plein de petits trucs qui se dévoilent au fur et à mesure du film, qui sont bien pensés. Et on est assez apathique en fait devant le film. On a des personnages qui eux-mêmes sont apathiques et qui nous-mêmes nous rendent apathiques. Donc c'est aussi bien pensé d'une certaine manière. Mais voilà, je peux pas dire que c'était un film extraordinaire. Le concept était pas mal, mais sans plus. Et enfin. Après j'ai un autre truc à vous parler, mais ça ira plus vite. Enfin je vais vous parler du film Dali, le dernier film de Quentin Dupieux. Malheureusement j'avais pas pu voir Yannick alors que pourtant il a gagné... Ah non, ils ont pas gagné de César, Yannick. Non, il a gagné pour Chien la casse Raphaël Quenard. Mais j'ai malheureusement pas encore vu Yannick. Mais je suis allée voir Dali au cinéma et franchement, comment dire, le cinéma de Quentin Dupieux de toute façon pour moi et pour je pense beaucoup de personnes, soit ça passe soit ça casse. Soit on rentre dans son univers, on adhère, soit vraiment on se fait chier pendant tout le film, on trouve pas ça drôle, on trouve ça gênant. Par exemple j'avais pas du tout aimé Steak, j'avais pas du tout aimé Mandibule, par contre à contrario j'avais beaucoup aimé Opos et Fumer fait tousser. Et Dali, bah j'ai trouvé génial en fait. Bon déjà pour le casting 5 étoiles, enfin en fait ça parle simplement d'une jeune journaliste qui est jouée par Anaïs de Moustier, très forte d'ailleurs, très bien dans son rôle, qui son patron lui demande, son patron qui est joué par Romain Duris, de faire un article sur Dali. Sauf que Dali, c'est bien connu, est un personnage extravagant, il contrôle énormément son image, il se crée un personnage lui-même, puis il veut être filmé et du coup elle a dit bah ok on va faire un film sur toi. Et du coup pendant tout le film elle essaye de faire un film sur Dali. Sauf que du coup Dali parle de lui à la 3e personne, il est interprété par beaucoup d'acteurs et les principaux sont Edouard Baird et Jonathan Cohen. Ça pour moi c'est ceux qui ont la meilleure performance de Dali dans le film. Et Gilles Lelouch et Pio Marmaille que j'adore, mais dans le film je trouve qu'il fait pas le taf du tout malheureusement. Ni Gilles Lelouch, je trouve qu'ils sont pas du tout convaincants Dali quand à côté on a Jonathan Cohen et Edouard Baird qui font l'accent génial, vraiment exacerbe son caractère. Là je trouve que Pio Marmaille et Gilles Lelouch ils sont un peu faibles. Mais bon, tout le film en entier est très drôle et en fait moi ce que j'ai adoré c'est que du coup il est parti de la personnalité de Dali qui joue beaucoup de son image et qui fait de lui-même un personnage, le personnage Dali. Et du coup bah là il le fait incarner donc par différents personnages pour montrer un peu ses différentes personnalités, mais en vrai il y a toute une trame narrative avec le même personnage mais incarné donc par différents acteurs qui n'ont rien à voir physiquement les uns avec les autres. Et puis aussi par plusieurs histoires potentielles qu'aurait pu avoir Dali parce qu'au final il y a plein d'issues. Et en fait ce que j'ai bien aimé c'est le fait que justement à partir de ça Quentin Dupieux il joue avec tous les codes du cinéma pour faire ressortir le côté hyper surréaliste et irréaliste de l'histoire de Dali, parce que c'est pas du tout un film biographique sur Dali, on n'apprend rien sur lui, genre rien du tout. Et justement c'est ça qui est bien, c'est que ça change, c'est pas un film biographique, c'est un film à partir du personnage Dali. Voilà, je dirais ça comme ça. Et en fait, concrètement, par quoi ça passe? En fait, il prend des procédés cinématographiques, soit hyper old school, hyper revus, mais au service de son personnage. Par exemple, l'histoire du rêve interminable. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste hilarant quoi. C'est un truc qu'on a vu et revu au cinéma, c'est-à-dire qu'on a un personnage, le personnage du prêtre, qui va raconter à Dali son rêve. Et donc le rêve est filmé tout le long du film, enfin pas tout le long, mais beaucoup de fois dans le film, bah en fait, il va dire et voilà comment mon rêve s'est terminé. Et sans en dire trop, parce que juste c'est juste trop con. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est con. Et le truc du rêve, au bout d'un moment tout ça n'était qu'un rêve, c'est un truc, bah c'est un peu un classique quoi dans le cinéma. Et là franchement bah c'est réutilisé mais bien quoi parce que c'est drôle. On a aussi l'inversion des images, c'est comme tout à l'heure je parlais dans Twin Peaks. Bon bah Twin Peaks c'était vraiment à des fins esthétiques, mystérieuses et tout. Là c'est juste histoire d'être drôle quoi, histoire de faire un truc chelou. Là bien avec la peinture de Dali et son univers. On a aussi la très bonne idée et ça alors je sais pas, j'ai pas vu d'analyse dessus mais je pense que c'est ça. Mais en gros il y a une règle au cinéma, je crois que c'est la règle des 360 degrés ou des 120 degrés, je sais jamais. Bref, en gros, il y a une règle au cinéma où quand on fait un chant contre chant, c'est-à-dire filmer une personne qui parle puis filmer son interlocuteur ou son interlocutrice, on doit toujours rester avec la caméra, comment dire, du dessus. Une personne qui parle, on trace un trait entre les deux et la caméra, elle doit rester toujours du même côté de ce trait. Je sais pas si vous avez capté, mais voilà. Et du coup, ça c'est une règle au cinéma pour qu'il y ait une cohérence dans les images. Sauf qu'il y a tout un moment donné, il y a une scène dans une voiture où Dali parle avec une femme et moi je pensais qu'ils étaient en face l'un de l'autre. À un moment donné, j'ai compris qu'ils étaient à côté et je pense que du coup cet effet hyper bizarre de croire qu'ils sont en face alors qu'en fait ils étaient à côté, je pense que c'est parce que justement il a pas respecté cette règle du cinéma qui fait que du coup bah c'était hyper bizarre la conversation qu'ils avaient. Et tout ça, ça vient souligner et enrichir cet aspect irréaliste de l'univers de Dali et j'ai trouvé ça très bien pensé. Enfin, voilà tout ce que je peux dire sur ce film. Il va à l'encontre des règles du cinéma au service de la création de cet univers. Ok, et maintenant je vais terminer, pour terminer cette partie parce que là elle doit durer au moins 1 heure. Ça fait 1 heure que je filme.
Bon, pour terminer cette partie, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu. C'est pas de la grande littérature, attention. Il s'agit de la chronique des Bridgerton. J'ai lu le tome 1. Bon là il y a le 1 et le 2 dedans, mais j'ai lu que le tome 1 parce que déjà ça me suffisait. Que dire? En fait je vais vous faire une comparaison. Si ça ne vous intéresse pas, si vous ne voulez pas être spoilé, si juste l'univers Bridgerton ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas vu la série, parce que du coup je vais faire un comparatif série, livre, juste de la saison 1 et du livre 1. Si ça ne vous intéresse pas, je vous mets le timecode pour passer à la partie 2 parce que du coup je vais bien spoiler. Alors, le livre a été écrit, et bah écoutez, j'ai appris, il date le livre de 2008. Il est hyper vieux ce livre, je pensais pas, alors que la série elle date de, elle date de il y a pas longtemps, elle date de un an ou deux. Donc je vais parler que de la saison 1 parce que déjà c'est ma saison préférée, forcément, le Duc et Daphné qui sont trop mignons tous les deux. Donc le livre a été écrit par Julia Quinn, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc je vais vous faire un comparatif des différences. Déjà dans la série, je sais pas si vous vous rappelez, mais Daphné c'est sa première entrée dans la saison. Donc la saison c'est juste l'ouverture de la saison, c'est quand il y a des balles et que toutes les jeunes filles vont devoir trouver un mari et inversement. Mais c'est surtout l'objectif des jeunes filles et de leur mère, c'est qu'elles se marient. Parce que à l'époque, il fallait absolument pour une femme être mariée, sinon t'étais foutue. Voilà, tout simplement. Donc dans la série, pour Daphné, c'est sa première saison. Donc c'est la première fois qu'elle rentre dans le monde. Et directement, elle est sacrée diamant de la saison, c'est-à-dire que la reine va dire que c'est la femme la plus belle de la saison. Et du coup, tous les hommes vont se battre pour elle. Ça, c'est dans la série. Dans le livre, c'est la 3e saison de Daphné. Et ça fait 3 ans qu'elle n'arrive à épouser personne, en fait. C'est un gros flop. Alors que dans la série, tout le monde la trouve magnifique, genre c'est la femme la plus belle de l'année. Limite Miss... je sais pas où ça se passe, Miss England, je sais pas quoi. Dans le livre, pas du tout. Genre vraiment, personne ne veut d'elle. Alors vraiment, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. J'ai fait, ah oui, il y a pas du tout de question de diamant parce que du coup il n'y a pas du tout de cérémonie avec la reine, pas du tout, vraiment pas. Ça m'a un peu surpris, je vous avoue. Du coup ça va plutôt se consacrer sur le duc qui va tomber amoureux d'elle parce qu'il va la trouver magnifique. Et d'ailleurs au niveau des points de vue, pour rebondir là-dessus, si dans la série on est beaucoup plus du point de vue de Daphné, dans le livre on est vraiment les deux, voire même parfois c'est même plus du point de vue de Simon. Donc vraiment dès le début, Simon le duc, on a son point de vue. Déjà ça commence avec son enfance dans le livre. C'est écrit à la 3e personne, mais on a tous les ressentis, enfin vraiment c'est écrit en mode omniscient, donc on a tous les ressentis de chaque personnage, et donc on a beaucoup le ressenti de Simon. D'ailleurs, si dans la série il est très timide, dans le livre il est beaucoup moins timide. Il a aussi ce problème de bégaiement, et c'est ça toute l'histoire de ce personnage, mais il est beaucoup plus avenant, il est timide mais avenant. Au niveau du personnage de Violette, la mère de Daphné, alors vraiment j'étais choquée là aussi. Alors vraiment dans la série, la mère elle est formidable, elle est douce, elle est à l'écoute de ses enfants, elle s'intéresse pas tant que ça au mariage, elle veut seulement le bonheur de ses enfants, mais dans le livre elle adore les ragots, elle ressemble beaucoup plus à la mère Featherington, donc la mère de Pénélope et tout ça, que à Violette, et même elle m'a carrément fait penser, je sais pas si vous connaissez Orgueil et Préjugés, enfin je pense, mais la mère d'Orgueil et Préjugés qui veut absolument marier ses filles, c'est la même dans ce bouquin. Mrs. Bennet dans Orgueil et Préjugés, c'est Violette dans Bridgerton, j'étais choquée, enfin bref. Du coup elle veut juste à tout prix marier ses enfants, elle leur met la pression, elle parle que de ça, et voilà, elle est un peu chiante quoi. Ensuite, au niveau du personnage de Nigel, je peux se rappeler de ce personnage, mais c'est un peu un des personnages importants au début de la saison parce que c'est le prétendant de Daphné qui la harcèle et finit par lui mettre un coup de poing. Bon dans la série, le coup de poing il arrive au bout de 2-3 épisodes je pense, et c'est grâce à ça d'ailleurs que ils se sont déjà rencontrés Simon et Daphné avant qu'elle lui mette le coup de poing à Nigel, et dans le livre, leur première rencontre c'est ça. Genre vraiment, elle vient de mettre le coup de poing à Nigel et de là Simon arrive. Voilà, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, donc vraiment rien à voir. En vrai, il y a plein de trucs un peu petits, mais différent, c'est que dans le bouquin, Daphné et Simon ils se parlent beaucoup, enfin ils ont beaucoup de discussions alors que dans la série ils parlent pas beaucoup avant le mariage. Dans le livre, le père Featherington il est mort depuis 3 ans alors que dans la série il meurt à la fin de la saison 1, désolé pour le spoil encore une fois. Dans le livre, Daphné et Colin sont best friends, genre vraiment c'est les meilleurs frères et sœurs du monde, genre ils se confient tout alors que dans la série pas du tout. Dans la série c'est plutôt Héloïse et Bénédicte qui sont très proches dans la série. Bon voilà, après dans la série il y a de la boxe, là il y en a pas du tout. Et en vrai je pense que le truc aussi, les 2 trucs les plus importants, c'est que dans le livre on développe beaucoup moins les autres personnages. Genre vraiment dans le livre on a que Daphné et Simon, c'est tout. Parce qu'à mon avis ils vont être développés plus dans les autres tomes, alors que dans la série il y a beaucoup plus de développement de tous les personnages. On a du point de vue de la reine, on a du point de vue de la BFF de la reine, là comment elle s'appelle la dame, je sais plus. On a le point de vue de Héloïse, on a le point de vue de Pénélope, on a tout le monde. Quand même plus Daphné et Simon, mais on a quand même tout le monde. Dans le livre pas du tout, vraiment pas. Et enfin, ah oui aussi, dans le livre, Simon il est hyper possessif, genre il passe son temps à dire tu es ma possession, tu es à moi et tout à Daphné. J'étais un peu gênée, je vous avoue, j'étais en mode mec, calme-toi quoi. Et enfin, la chose la plus importante pour moi, qu'est-ce qui fait la force de la saison 1 de Bridgerton? C'est pas que les scènes de
Désolée, je le dis. Il va peut-être falloir que je mette un bip d'ailleurs. C'est pas que ça, pas du tout. C'est justement tout ce qui se passe avant. C'est toute la tension, toute la frustration qu'il y a entre les personnages qui amène à la scène I burn for you. Vous voyez cette scène? La scène où juste ils se déclament leur flamme en disant je brûle pour toi, I burn for you depuis since the beginning we know each other. Enfin bref, depuis le début que je te connais, je t'aime et tout ça, parce qu'ils se sont mariés juste par contrainte dans la série. Alors que dans le livre, c'est qu'on n'a pas du tout ça, parce qu'avant même de se marier, ils savent qu'ils s'aiment. Du coup, bah, à partir de ce moment-là, ça sert à rien de continuer l'histoire, genre c'est bon, ils s'aiment, c'est bon, faites des gosses, et puis voilà, même si, bon, justement, le reste de l'histoire, voilà. Mais justement, dans la série, ce qui est bien, c'est qu'on a toute la tension qui monte, tous les moments de silence, de regard, de gêne, qui amènent à l'explosion de I Burn For You, ben dans le livre, on l'a pas. Et c'est trop nul. Et ça, vraiment, ça m'a déçu. Genre, parce que moi, c'est ça que j'ai préféré dans la série. C'est vraiment toute cette pression qui amène à la déclaration d'amour. Et là, bah, dans le livre, on l'a pas. Mais bon, j'attends avec impatience la saison 3 qui va sortir en mai, en avril et en mai, je crois, ou en mai et en juin. Enfin, la saison 3 si on compte pas la saison sur la Queen Charlotte. Bon et bien écoutez, on va passer à la partie 2 et 3 parce que sachez que les deux vont passer extrêmement rapidement. J'ai regardé un peu ce qui allait sortir au mois de mars et bah je connais pas grand chose. Donc la partie 2, j'ai un seul film, des recommandations pour le mois de mars. Bah je vous conseille seulement La vie de ma mère. Avec Agnès Jaoui et William Lake Bill qui parle d'une femme jouée par Agnès Jaoui et de son fils William Lake Bill qui sort, elle s'enfuit de l'hôpital de jour où elle est internée parce qu'elle est bipolaire et qui s'enfuit pour retrouver son fils qui lui manque. En fait c'est juste un petit peu comme un road trip entre ces deux personnages et un road trip dans leur vie, un road trip concrètement quoi. Et voilà, c'est un bon film, je l'avais vu en avant-première au Petit Festival avec le réalisateur qui était là. Et voilà, ça m'a pas transcendé mais j'ai trouvé bien, j'ai pleuré à une scène, la scène où elle chante. Et d'ailleurs, elle a eu le César d'honneur au César. Et bien mérité son César. Partie 3 du coup, ça a duré 1 minute, mais là ça va durer 2 minutes. Les films que moi j'ai envie de voir, bah du coup il y a Dune, mais j'y vais mardi, donc j'en parlerai dans bien longtemps. Bon, j'avais pas trop... Je me rappelle pas trop du 1, du coup je vais aller revoir le 1 et le 2 à la suite. Et je veux aller voir parce qu'il y a une ressortie du film de Park Chan-wook de 2004 qui s'appelle Old Boy. Un film dont j'ai entendu beaucoup parler, donc je pense que comme il ressort le 6 mars, bah je vais aller le voir. Voilà, on passe à la dernière partie. Bon bah là j'ai rien écrit. Ok, bah il y a 3 lignes. En fait, je voulais profiter de la sortie du nouveau single de mon groupe préféré de tous les temps. Bon, j'ai énormément de groupes préférés comme vous pouvez vous en douter au fur et à mesure de mes vidéos, mais il y a un groupe en particulier, vraiment, que j'aime de tout mon cœur, qui a sorti une nouvelle chanson. Ce groupe s'appelle Wallows. Wallows, c'est un groupe de Californiens, donc de 3 mecs. En fait, je vais parler de leur chanson, mais en fait, je vais surtout parler d'eux. La chanson s'appelle Your Apartment. C'est une belle chanson d'amour, mais un peu triste, qui est géniale. Je vous en mets un petit extrait juste maintenant. Donc ce groupe, donc là ils ont sorti un nouveau single, ça fait 2 ans que leur album, leur dernier album est sorti en 2022, donc ça fait 2 ans, ouais. J'attends leur nouvel album avec impatience, mais en même temps j'ai trop peur à chaque fois que... Parce qu'en fait, je vous explique. Ce groupe, je l'ai découvert je pense en 2018, un truc comme ça, grâce au chanteur, enfin un peu au leader du groupe, parce qu'ils sont 3 dedans. Il y a Cole Preston à la batterie, il y a mon préféré Bryden Lemaster à la guitare électrique et Dylan Minette à la guitare et au chant. Et Bryden il chante aussi, ils chantent tous les 3 un peu, ils font des chœurs, ils font tous les instruments. Dylan Minette, le chanteur principal et guitariste secondaire, il est connu pour avoir joué dans la série 13 Reasons Why. Donc voilà, tout simplement, j'avais regardé la série 13 Reasons Why, bah, je pense que c'était en 2017-2018, et je m'étais intéressée à l'acteur principal, donc celui qui joue Clay Jensen. Et voilà, j'étais allée sur son Insta et j'ai vu qu'il faisait de la musique. Et j'ai découvert la chanson These Days. Voilà, sachez que là je vais vous bombarder, en fait. J'espère que vous irez quand même écouter après. Ils ont sorti 2 albums. Le premier s'appelle Nothing Happens. Il est là. Voilà, c'est un beau petit short. Voilà. Attendez, mais est-ce que j'ai noté des trucs à part la date des albums? Bon, alors celui-ci il est sorti en 2019. Donc du coup j'ai découvert le groupe avec la chanson These Days, mais également avec une autre chanson qui s'appelle Pleaser. Back in your room remain the words I wanna say to you but couldn't leave my house.
fait avant de sortir l'album ils avaient sorti quelques chansons, 4-5 chansons je pense. Et il y a sur cet album une chanson que vous connaissez sûrement qui s'appelle Are You Bored Yet, en feat avec Clairo que je kiffe aussi de ouf. Et donc ça c'est la chanson qui les a fait connaître, même s'ils sont pas hyper connus, hein. Ils ont fait une date en France et malheureusement j'ai pas pu y aller, c'était l'année dernière. J'en souffre encore. Mais bon. Et donc ils ont fait cette chanson et c'est leur plus connue. Pareil, je vous en mets un petit extrait. Cet album, pour moi c'est un de mes albums préférés. Pourquoi? Mais en fait parce que toutes les chansons sont dingues du début à la fin. Déjà faut savoir qu'il y a une boucle en fait. C'est que le début, il y a un riff de guitare qui fait... Ça commence par ça, en fade-in, donc en petit fondu. Et ça finit par ça, beaucoup plus lent, à la fin de la dernière chanson de l'album. Et entre ces chansons, à partir de la 4ème je dirais, 1, 2, 3, 4, 5, 6ème, de la 6ème à la dernière, et toutes les transitions sont fluides. En vrai, toutes les chansons elles ont leur ordre, mais disons qu'à partir de la 5ème, 6ème, la fin d'une chanson est liée au début de l'autre. Et c'est juste un chef-d'œuvre. Chaque chanson, écoutez-moi bien, est un chef-d'œuvre. De quoi parlent leurs paroles en général? Alors c'est de l'anglais, donc je comprends pas toujours tout, mais en gros ça parle de l'adolescence, de la jeunesse, de la perte d'eux-mêmes, de leur découverte d'eux-mêmes, de crise d'adolescence, mais en mode on sait pas qui on est, on sait pas dans quel monde on évolue. Ça parle d'inconfiance, bah du coup de non-confiance en soi, d'amour, ça parle de relations amoureuses compliquées. Voilà, sur Are You Bored Yet, ça parle clairement d'une histoire d'amour un peu compliquée. Sur Treacherous Doctor, ça parle de leur difficulté à devenir adulte. Je vous conseille tellement d'aller écouter, donc ça c'est leur premier album. Moi je pense, j'ai pas de chanson préférée. Oh j'ai fait le faire tomber. Non, je vais pas te faire tomber mon cher. Je pense que j'ai pas de chanson préférée en vrai, elles sont toutes bien, mais si je devais en choisir qu'une, je peux pas. J'ai fait un cover de I'm Full si ça vous intéresse, c'est l'avant-dernière chanson de l'album. Then I'm screaming in my head when I've got nowhere to go. J'ai pas dit en fait ce que c'était comme style de musique, mais vous vous en doutez, c'est du rock indé plus particulièrement. Ils viennent de Californie, ils font très peu de feats en vrai, j'allais dire souvent mais non. Ils ont fait un feat avec Clairo et après ils ont fait pas mal de feats avec le groupe The Regrets, mon autre groupe préféré. Notamment sur leur dernier album, ils ont fait une chanson qui s'appelle Permanent Price où elle fait les chœurs sur la chanson. Je vous en ai un extrait parce qu'elle est trop bien. I think you're what's costing me the permanent price, the look in your eyes. I know what you mean without saying a thing. Voilà. Le deuxième album, du coup ils ont sorti que 2 albums, donc celui-là qui s'appelle Nothing Happens, je l'ai même pas dit, qui est sorti en 2019, et le suivant qui s'appelle Tell Me That It's Over, donc en français dis-moi que c'est fini, date de 2022. Et voilà, tout ça pour dire que c'est 3 jeunes qui font des... En fait c'est un peu, on peut qualifier de rock indé, mais aussi de dream pop, un peu parce qu'il y a beaucoup aussi, il y a aussi de l'électro, c'est un peu de la pop aussi, on peut se le dire, mais c'est surtout du rock quand même, avec vraiment éléments principaux, guitare, basse, batterie, chacun fait un des 3 en live, mais il y a aussi parfois des synthés, il y a aussi des instruments à vent, donc de trompettes, saxophones, enfin surtout des trompettes je crois. Voilà. Et moi juste écouter leurs morceaux, genre par exemple l'ouverture de Nothing Happens, je l'écoute en voiture. Et c'est comme, comment dire, je crois que j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, je parlais de Wet Leg, mais ce que j'aime bien dans le rock comme ça, c'est quand c'est des mélodies très répétitives. Ah non, c'était avec Crumb, voilà, c'était avec Crumb. En fait c'est quand c'est des mélodies, des riffs très répétitifs de guitare souvent, en ce qui concerne Wallows, voilà, qui se répètent en boucle, en boucle, en boucle, et auxquels on rajoute des instruments, des ambiances. Il joue aussi avec les instruments, enfin comment dire, avec les instruments qui crachent quoi, que c'est trop fort, trop enregistré, trop fort, mais parce que justement la chanson parle justement d'être perdu en fait, et d'être très confus dans sa tête, et ça se ressent beaucoup dans le morceau justement. Voilà, et puis que dire de plus, je vous conseille vraiment d'écouter leurs albums, je vous conseille d'être à l'affût de leur nouvel album, je vous en ferai sûrement une review quand il sortira. Et voilà, et puis même leurs clips,
Leurs clips sont très scénarisés, on a beaucoup de stop motion avec plein d'histoires, même des petits scénarios et tout, et ça m'inspire beaucoup pour le clip que je veux réaliser. D'ailleurs j'ai un clip en préparation dans ma tête, il est très bien préparé et je me suis inspirée notamment de Are You Bored Yet un peu et d'autres références. Voilà, bah ça fait beaucoup, ça fait très longtemps que je filme, là ça fait 1h30. C'était, ça m'a rendu trop heureuse de vous parler de mon groupe préféré Wallows et j'espère que vous irez écouter, voilà. Je vous fais comme d'hab une playlist de ce dont j'ai parlé et les musiques, parce que je vous ai pas dit, mais en fait toutes les musiques que je mets en fond là dans mes bilans culturels, je les mets dans une playlist. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai en bio. Et si évidemment si vous avez vu des films ou des séries, ou si vous avez regardé Twin Peaks et tout ça, bah n'hésitez pas à m'en parler et à mettre un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ou si vous voulez donner votre avis sur quelque chose. N'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous souhaite un bon mois de mars et de faire plein de découvertes. Je vous laisse et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification pour voir quand vont sortir les prochaines vidéos, parce que aussi sur cette chaîne je poste également mes covers. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je mets aussi mes covers, mes chansons, mes reprises. Je suis encore dans la préparation de mon EP qui va sortir un jour, on l'espère, mais là je suis en train de finaliser les chansons. Il faut encore que je fasse le clip pour sortir l'EP, mais voilà, en tout cas bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure il est quand vous regarderez cette vidéo, et à bientôt, bye bye. Putain, désolée, au revoir.